Bonsoir à tous et bienvenue sur KTO pour 90 minutes d'émission en direct. Ce soir, nous allons parler de sexualité. Dans son livre d'entretien, la petite phrase de Benoît XVI sur le préservatif a fait couler beaucoup d'encre. Plus largement, quand le pape parle de sexualité, la société semble particulièrement attentive. Sur ce terrain, beaucoup jugent la parole de l'Église rétrograde, voire culpabilisante, mais que dit-elle vraiment ? Comment réconcilier plaisir et bonheur? Quels sont les obstacles à une sexualité plus humaine? Ce soir, on va parler du préservatif, mais aussi du couple, des jeunes, de la pornographie, de l'homosexualité, mais surtout d'amour. Pour cela, on a 4 invités sur ce plateau. Père Denis Sonnet, bonsoir. Bonsoir. Prêtre et conseiller conjugal, vous êtes le fondateur du Clerc. C'est un centre pour l'épanouissement relationnel, affectif et familial. Disons fondateur, disons formateur. Ça serait plus juste. Très bien. En face de vous, le docteur Catherine Solano. Bonsoir. Vous êtes médecin, sexologue et andrologue à l'hôpital Cochin. Et vous enseignez la sexologie dans plusieurs universités en France et en Belgique. Olivier Florent, à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Sexologue, conseiller conjugal et théologien, consultant pour le Clerc, justement, avec votre épouse qui est également conseillère conjugale. Vous animez un itinéraire spirituel pour les couples. Merci d'être avec nous. Enfin, sur ce plateau, Isabelle Failly, psychothérapeute. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementalistes. Vous êtes également thérapeute de couple. Merci d'être avec nous également. Alors, très rapidement, avant de voir le premier reportage, personnage, j'ai une petite question pour vous. Quand le pape parle de sexualité et plus particulièrement de préservatif, on a l'impression que les médias sont quand même particulièrement attentifs ou en tout cas réactifs. Comment vous l'expliquez? Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a presque une obsession sur la question. Dès qu'il est question en sexualité d'un point un petit peu précis, un peu pointu, aussitôt ils bondissent là-dessus. Et alors tout ce qu'il dit à côté, ce n'est absolument pas pris en compte, ce qui est quand même dommage. C'est-à-dire qu'en fait, on prend dans un texte une phrase ou l'autre, une phrase qui nous plaît parce qu'on pense qu'elle va peut-être faire un scoop, je ne sais pas, je crois que c'est ça surtout. Alors que souvent, même, par exemple, la phrase qu'il a dite n'avait rien d'étonnant. Moi, j'avoue que j'ai appris ça en morale en 1950, quand je faisais mes propres études de séminariste. C'est pas nouveau, quoi. Alors, absolument pas. Olivier Florent, sur cette réactivité des médias, quand le pape parle de préservatif, comme ça a été le cas il y a quelques semaines. Ça fait vendre. C'est comme ça que vous l'expliquez? Bien sûr, ça fait vendre. Parce que la société, on la sent parfois éloignée de l'Église, donc c'est pour ça que ça paraît étonnant de la voir réagir sur ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est de faire des contrastes. Sexe et Benoît XVI ou sexe et pape, c'est un contraste, donc ça attire l'attention, point. Docteur Solano. Oui, puis je vois que les médias simplifient beaucoup, parce qu'en fait, la simplification, c'est avant, le pape était contre le préservatif, et maintenant, il est pour. Alors qu'en fait, il n'a pas vraiment changé d'avis. En gros, c'est ça. Ouais, on passe facilement de l'un à l'autre, Isabelle Failly. Et puis finalement, on n'a pas eu la phrase entière. Est-ce que quelqu'un serait capable de la définir, cette phrase qu'on a entendue? En tout cas, je vais vous en donner une partie, puisque les médias ont retenu cette phrase extraite de Lumière du Monde, ce livre d'entretien avec le pape. Dans l'intention de réduire le risque de contamination, l'utilisation d'un préservatif peut constituer un premier pas sur le chemin d'une sexualité vécue autrement, une sexualité plus humaine. Dans cet extrait, le pape évoque un cas exceptionnel. Il prend l'exemple d'un prostitué. Propos qui, sur le terrain, rappellent une réalité vécue par les associations catholiques. Sybille Delettre a passé quelques heures aux côtés des bénévoles de l'association Aux Captifs La Libération, qui vient justement en aide aux prostituées. On regarde ce reportage. Des lingettes. Par contre, tout le reste, il y en a. Il est 21h mardi soir. Comme chaque semaine, Bénédicte et 2 bénévoles font les derniers préparatifs avant de partir en tournée. Tous font partie de l'association Aux Captifs La Libération. Et ce soir, ils vont aller à la rencontre des prostituées. Donc on part donc dans le bois de Boulogne, on pose notre camion à un endroit et les gens viennent. On leur propose un café, des gâteaux et ça c'est un prétexte pour les rencontrer, parler avec eux et créer un lien de confiance avec le temps. Voilà.
Un café chaud, mais aussi des préservatifs. L'objectif, venir en aide aux prostituées en danger de mort. Mais pour cette association chrétienne, pas question de faire de la distribution à tout va. C'est vrai qu'au captif, par les personnes que nous rencontrons, qui sont des personnes prostituées, hommes ou femmes, on est dans une situation tout à fait extrême, où de fait la vie est en danger. Mais la vie est en danger, bien sûr, mais elle est en danger dans tous les registres. Et il s'agit de tenir cet accompagnement global, c'est-à-dire bien prendre la mesure du danger vital, j'allais dire physique, bien sûr, biologique, mais aussi psychique et spirituel. Chaque semaine, donc, les bénévoles posent leur camion dans les allées sombres du bois de Boulogne et petit à petit, le dialogue arrive à se nouer avec les prostituées. Bon, ça nous arrive de parler de la prostitution et du respect de leur corps et de ce qu'ils font, et notamment des relations qu'ils peuvent avoir avec d'autres, des relations affectives qu'ils pourraient avoir avec un proche, et le fait qu'ils se prostituent les empêche d'avoir ces relations normales d'affectives ou sexuelles normales. J'ai vu des personnes vraiment évoluer qui avaient vraiment avancé, qui ont arrêté la prostitution, qui ont trouvé un hébergement et qui nous disent merci, alors pas forcément merci comme ça, mais par des petites attentions, des petites choses, ouais. Ce soir encore, les bénévoles partent donc rencontrer les prostituées dans le bois. Grâce à leur tournée, ils arrivent doucement à créer un lien avec cette population en danger. Des petites choses, des gestes simples, comme une porte ouverte vers une autre vie. Voilà pour ce reportage sur l'association aux captifs La Libération. Olivier Florent, finalement, Benoît XVI, quand il parle de préservatifs, dans son livre en tout cas, dans le dernier livre d'entretien, Lumière du monde, ce qu'il dit fait écho à la réalité sur le terrain, à la réalité que vivent les associations catholiques. Alors de toute façon, quand il y a un choix à faire entre la vie et la mort, il faut un peu plus de vie et un peu moins de mort. Il est clair que normalement, on ne devrait pas avoir de rapport sexuel en dehors du mariage, dit l'Église, mais si on en a, il est clair qu'on ne va pas ajouter à cela la maladie et la mort. C'est du simple bon sens que tout le monde, y compris les chrétiens, peut penser. Le cardinal Lustiger l'avait dit il y a longtemps. Je ne parle pas seulement aussi l'abbé Pierre. L'abbé Pierre disait, vous faites déjà une erreur, n'en rajoutez pas une seconde, cette fois ou en risquant la mort ou en la donnant. Je crois que ça paraît tellement évident de bon sens, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il va bénir le préservatif, et puis il va dire bravo le préservatif, parce que le danger du préservatif, c'est de créer une mentalité, c'est ça peut-être que Benoît XVI pensait surtout en Afrique, quand il était en Afrique, à savoir que du moment qu'il y a le préservatif, plus de problème. Comprenez, plus de problème maintenant. On a enlevé le clignotant, en quelque sorte, qu'il y avait dans la relation sexuelle, qui était d'abord la crainte de l'enfant. On l'a enlevé par la contraception. On enlève un autre clignotant maintenant, celui du sida, qui montrait que cet acte est quand même un acte qui n'est pas anodin, qui n'est pas quelconque, qui est important. Et il n'y a plus de clignotant. Alors, ne nous gênons pas. Plus de problème. Un jeune me disait l'autre jour, « Ah, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup de relations avec les filles, mais rassurez-vous, me disait-il, je me protège. Du moment que je me protège, plus de problème. Mais tous les autres problèmes affectifs qui peuvent être derrière, toute la gravité aussi d'un geste qui est important quand même en définitive, et dont il ne perçoit peut-être plus la grandeur, tout ça leur échappe totalement. » Isabelle Fay, est-ce que ça vous a choqué que le pape prenne l'exemple d'un prostitué ? Parce que finalement, le sida ne concerne pas que les prostituées. C'est quand même une population à risque, et c'est un bon exemple à ce titre. Donc pas choqué. Docteur Solano ? Oui, moi ça m'a énormément choqué. Parce que je trouve qu'il aurait mieux fait de prendre l'exemple des clients des prostituées. Parce que je trouve que les personnes prostituées, c'est des gens qui sont vraiment dans la misère morale et qui sont dans des situations épouvantables la plupart du temps. Et que, je sais pas, moi je trouve que c'était mieux de dire aux gens qui sont clients d'utiliser des préservatifs qu'aux prostituées qui déjà sont en état de survie, je trouve. Est-ce que le préservatif, pour vous, est efficace dans la lutte contre le sida ? Évidemment que c'est efficace, parce que quand vous avez un couple sérodiscordant où il y en a un qui est séropositif et pas l'autre, on utilise des préservatifs pour ne pas se contaminer, c'est efficace. Est-ce que c'est efficace à 100%? Pas du tout, c'est pas du tout efficace à 100%. Le préservatif, c'est efficace à 95% quand c'est parfaitement utilisé, ce qui est rarement le cas. Donc quand c'est imparfaitement utilisé, il y a plutôt, je sais plus, je crois que c'est dans les 15% de risque à peu près. Donc c'est pas du tout nul les risques. Olivier Florent.
Moi, je dirais comme le docteur Solano, c'est qu'effectivement, si on regardait en termes de santé publique, bon, un préservatif protège effectivement de la contamination, mais si par ailleurs il crée une, comment dirais-je, une augmentation du nombre de rapports, mathématiquement, il va entraîner sans doute plus de ratés et donc de maladies. Ceci dit, la question n'est pas directement là. C'est pas vraiment le plus important dans la sexualité. Il y a bien d'autres choses à dire, comme le disait le personnel tout à l'heure, que de faire son chou gras uniquement du préservatif. C'est important parce que comme tout le monde en parle, il faut bien quand même... C'est pas la peine on n'est pas toujours obligé de dire la même chose que tout le monde. Ah ben non, c'est bien pour ça que vous êtes sur ce plateau, parce que justement le préservatif, au-delà du préservatif, quelle est la question qu'il pose à la sexualité d'aujourd'hui? C'est la qualité de la relation. C'est la qualité du vécu entre un homme et une femme. C'est ça qui est quand même l'essentiel. La sexualité, c'est essentiellement une fonction de relation, à laquelle, c'est vrai, est attaché un plaisir incontestable, ne fût-ce que pour assurer la survie de l'espèce, mais de grâce, n'en faisons pas uniquement le but. Le but, c'est d'abord de mettre en place une relation merveilleuse, et d'ailleurs le plaisir sera multiplié. Il n'y a aucune comparaison entre deux gens qui s'aiment profondément et qui ont une relation amoureuse et ceux qui le font comme ça en vagabondage. Il n'y a aucune comparaison au niveau de la qualité et au niveau même du plaisir ressenti. Je crois que c'est dans la mesure où on envisage vraiment un acte d'amour comme un acte formidable, merveilleux et de grâce, qu'on ne nous vienne pas nous dire que l'Église ne comprend pas la beauté du geste. C'est quand même Dieu qui l'a créé, qui l'a voulu. Pour enchérir sur ce que dit le personnel, je me rappelle un propos que me tenait une animatrice radio que j'apprécie beaucoup sur une autre radio et qui me disait finalement la jouissance la plus forte, c'est quand même dans la fidélité. Eh bien ça c'est important parce que son passé montrait qu'elle avait essayé tout le reste et que, in fine, elle se rendait compte que la sexualité c'est d'abord une relation de personne à personne avant d'être une relation d'organe à organe. Oui, puis je voudrais ajouter quelque chose, c'est que dans tous les pays, en général, quand on fait de la lutte contre le sida, on dit deux choses. On dit limitez le nombre de vos partenaires et mettez des préservatifs. En France, c'est un pays très spécial, on n'a pas le droit de dire limiter le nombre de vos partenaires. Si on dit ça... Enfin, moi, je sais, quand on écrit des articles ou qu'on travaille dans ce genre de domaine, on ne doit pas dire ça, c'est impossible. C'est un tabou, c'est inintelligible. Alors que je trouve ça très important de dire la lutte contre le sida sans parler de religion, là. C'est abstinent sous préservatif, pas forcément pour dire aux gens il faut être abstinent le plus possible, mais pour dire quand j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment un acte qui en vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup de risquer d'avoir une maladie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de qualité ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à m'abstenir? Et ça, c'est pas du tout un discours qu'on dit aux jeunes, alors que c'est quand même, je trouve, très important. C'est ce que vous dites, vous, aux jeunes? Ben moi, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis et c'est ce que je pense, en plus. Mais je trouve ça assez désolant que même l'État ne veuille pas qu'on dise ça. Il y a une idéologie autour de ça. Il y a une espèce d'idéologie, oui. Non, oui, c'est ça. En matière de sexualité, vous voyez, il n'y a pas de principe de précaution. Dans tous les autres domaines, l'État en met partout. On ne sait même plus comment aujourd'hui organiser un camp de jeunes, etc. Il y a tellement de lois, d'exigences. Par contre, au niveau de la sexualité, il n'y a pas de principe de précaution. Du moment que vous prenez votre plaisir, que vous prenez votre pied, étant donné, alors tout est permis. Et c'est pour ça que, dans le fond, on pousse, on incite indirectement, moi je crois, les jeunes, à vivre une sexualité de dinosaure, une sexualité de primate. Et c'est ça, moi, qui me frappe le plus. Parce que, et ça je tiens à le crier en tant que prêtre, hein, l'Église est pour le plaisir, bien sûr, mais le plaisir de qualité. Qui est le plaisir de faire plaisir, qui est le plaisir réciproquement donné, réciproquement reçu, qui est le plaisir de savoir que l'autre n'est pas un objet. Je suis une gomme renvoyée après usage, me disait une fille. Voilà ce que j'ai été. Croyez-vous en définitive qu'elle puisse s'épanouir avec des expressions comme ça? Un gars m'a dit, je vous donne des choses très concrètes. Hein. Un gars m'a dit, j'aime une fille, mais je n'aime que son corps. Et encore pas tout. Moi je dis pour la fille, c'est un cercle de doléances. Isabelle Failly, vous êtes confrontée à ces témoignages aussi? Je n'ai pas entendu ce genre de témoignage-là. Je voudrais rebondir sur la fidélité. Je crois qu'effectivement, c'est quelque chose d'ontologique dans l'être humain, de pouvoir s'abandonner, d'être
en sécurité, émotionnellement, physiquement, voire intellectuellement, avec son conjoint, avec son partenaire, la fidélité fait partie du désir profond de l'homme. Les jeunes, notamment, aspirent à cette fidélité? Les jeunes, je dirais qu'il y a les deux extrêmes, quoi. Je pense que, c'est difficile à dire, parce que tout le monde n'est pas pareil, mais quand même, tout le monde rêve au grand amour. On a fait une enquête, je travaille pour un site qui s'appelle tasanté.com, qui est pour les ados. On a fait une enquête et pour la première fois, on avait demandé est-ce qu'il y avait de l'amour ou pas dans la relation. Et c'était plus de 70% des garçons et des filles qui disaient c'était l'amour de ma vie. Donc c'est quand même... On se dit c'est quand même que... C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. À côté de ça, il y a des comportements assez terrifiants où les jeunes, comme disait Denis Sonnet, où les jeunes considèrent vraiment l'autre comme un terrain d'expérience, quoi. Pas comme une personne qu'on rencontre. Mais c'est vrai, leur dire que la fidélité, c'est une richesse formidable, je le répète, qui augmente considérablement même leur fameux plaisir qu'ils veulent prendre à tout prix, puis qu'en plus, ils économisent un préservatif. Oui, et puis moi je dis une chose souvent aussi, c'est par rapport à l'expérience sexuelle. Il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai beaucoup d'expérience, j'ai eu 25, 30 partenaires. Je leur dis, mais vous croyez, mais les personnes qui n'en ont eu qu'un, en fait, ont plus d'expérience, parce que quand vous avez 3 rapports sexuels avec une personne, bah, vous n'allez quand même pas très loin dans la rencontre, alors que si vous en avez beaucoup, vous allez connaître beaucoup plus de choses. Olivier Florent. Non, je ne pense pas qu'effectivement, comme Catherine, qu'il y ait un seul type de jeunes. Si on pose la question à des femmes, 70% des femmes disent que finalement le bonheur, ça, c'est la fidélité. C'est intéressant. Mais nous rencontrons aussi des phénomènes tout à fait inquiétants de violence sans raison, de binge drinking, de sexing, binge drinking, le fait de boire à toute vitesse. Là, c'est une espèce de recherche d'émotions fortes, parce que leurs émotions naturelles ont été émoussées par la dépendance à ces plaisirs-là. Et qui amène à une sexualité débridée bien qui entendu, n'est pas forcément voulue. Une sexualité de gens anesthésiés, parce que quand vous êtes complètement bourré, vous ne pouvez pas vraiment jouer, vous ne pouvez même pas avoir d'érection d'ailleurs. Alors, quelle est la place de la sexualité dans l'équilibre du couple? On a suivi un couple de jeunes catholiques qui se préparent au mariage à l'église. C'est un reportage de Valérie Lussang. Salut Charles, ça va? Très bien, et vous? Bonjour Sybille, tu vas bien? La dernière fois, rentrée. Fiancés depuis 7 mois, Sybille et Charles doivent se marier dans 2 mois. Pour vivre pleinement cette union, ils suivent depuis quelques semaines des séances de préparation au mariage. L'éducation, les enfants, la foi, sans oublier la sexualité, c'est sans tabou que le couple aborde ces sujets. Le plaisir sexuel pour le plaisir sexuel, c'est d'ailleurs souvent ça qui est stigmatisé, autour de nous. Ouais. Mais on n'avait pas pensé au départ, quand on avait commencé à en parler, on n'avait pas pensé à l'absence du don par le corps. Et quand il y a l'absence du don par le corps, il y a un problème aussi. Ouais. Je pense qu'un couple il dépérit quand il y a un... Tu vois, si je prenais une comparaison un peu osée, je dirais qu'un couple qui est couple et qui ne s'unit pas sexuellement, c'est comme quelqu'un qui me dirait « moi je crois mais je pratique pas ». Donner des repères pour permettre aux jeunes mariés de vivre leur sexualité différemment de l'hédonisme ambiant. Pour ce diacre, habitué à rencontrer des fiancés, le secret de cette sexualité épanouie réside dans le don de soi. Ce que l'Église nous enseigne, c'est que l'union des corps est l'expression la plus aboutie et la plus extraordinaire du don des personnes. Et qu'en dehors du don des personnes, on est dans une sexualité utilitaire, consommatrice et finalement décevante, puisque ce qui peut conduire l'homme à la plénitude du bonheur, le seul chemin qui peut le conduire à la plénitude du bonheur, c'est le don de soi. Ce qui serait terrible, c'est de vouloir séparer la personne humaine en 3 parties. Nous sommes corps, cœur et esprit, et en fait, le fruit d'un don vrai, c'est la joie du corps, la joie du cœur et la joie de l'esprit. C'est très riche parce qu'on apprend à connaître l'autre. Moi, j'ai découvert des choses chez un homme et particulièrement chez Charles que je ne connaissais pas. Je pense que Charles a dû découvrir beaucoup sur moi. Et du coup, je le ressens jour après jour qu'il y a une compréhension qui s'est installée,
un respect de ce qu'est l'autre en tant qu'homme, en tant que femme. Nous aussi, c'est des questions qu'on se pose. Qu'est-ce que ça veut dire la contraception, soit quand elle est voulue par la pilule ou des choses comme ça, ou alors quand elle est vécue plus un peu la naturelle, en regardant comment marchent les cycles, pour savoir quand on a des enfants ou pas. C'est des questions qui sont importantes et dont on parle. Et c'est justement pour répondre à ces questions que l'accompagnement de l'Église s'effectue à différents stades dans l'histoire du couple. Lorsque des difficultés surviennent, les couples peuvent faire appel à ce cabinet chrétien de conseil conjugal. Si on a des zones érogènes, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour que l'homme et la femme puissent avoir du plaisir. Et donc, bien sûr, nous, on va aider les couples à développer le plaisir dans leurs relations sexuelles et à comprendre pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une femme n'a jamais de plaisir dans les relations sexuelles ? Voilà, très souvent, ça vient d'un blocage, un interdit de plaisir dans l'éducation, ou alors quelqu'un qui a subi des violences sexuelles, des attouchements, un viol. Puis il y a la punition de temps en temps que font vivre une épouse par rapport à un mari qui peut être très dominateur, qui presque exige que sa femme ait du plaisir dans une position un peu dominante. Et il y a un moment où la femme dit stop. Et puis il y a des hommes aussi qui n'ont pas d'érection. Il y a des hommes qui ont du mal à se laisser aller à vivre une éjaculation. Voilà, donc il y a beaucoup de points à travailler et qui très souvent ont des sources dans l'enfance quand même ou dans des blessures de la sexualité à l'âge de l'adolescence. En moyenne, ce cabinet reçoit chaque jour une quinzaine de couples en difficulté. Olivier Florent, est-ce que c'est finalement si facile que ça de parler de sexe dans un couple, d'autant plus quand on est fiancé comme ce jeune couple qu'on a vu dans le reportage? Alors je crois qu'il y a beaucoup de couples qui n'en parlent pas trop. Mais je crois aussi que ceux qui en parlent de façon simple et claire, ont un avantage vraiment pour la réussite de leur vie sexuelle. Parce que les femmes adorent être devinées, mais les hommes, ça ne devine pas tant que ça. Même s'ils essayent parfois. Et il vaut mieux, même s'ils essayent. Et il vaut mieux quand même se dire les choses et dire ce qu'on aime et ce que l'on aime moins. Et c'est vrai d'ailleurs aussi à l'inverse. Mais il y a une gêne quand même parfois de parler de ça. Non, ça dépend de l'éducation, il n'y a pas de raison. Il y en a, je pense, mais de moins en moins. On voit bien les jeunes couples parlent beaucoup plus facilement que les couples qui ont 50 ans maintenant ou plus. Ah bah oui, il n'y a aucune comparaison. Isabelle Je trouve très intéressant qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui consultent assez vite. Dès qu'il y a un souci dans leur vie de couple, dans leur sexualité. Oui, parfois trop vite. Maintenant, il y a des gens qui consultent et ils n'ont rien du tout comme problème, mais ils croient que ça devrait fonctionner comme ci ou comme ça, et on leur dit bah, c'est la vie. Ce qui est un problème. Ce qui est un problème, et donc ils viennent une fois. Quelle est la place de la sexualité et du plaisir dans l'équilibre d'un couple? Alors, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ajouterais une nuance. Il ne faut pas confondre la sexualité et la génitalité. J'ai constaté dans ma clientèle, c'est longtemps aussi que je reçois des gens, que finalement le plus important c'est l'échange des désirs. C'est le désir partagé avant même l'orgasme si vous préférez. Bien sûr l'orgasme c'est important, mais vous avez des personnes qui ont des orgasmes, mais finalement qui n'ont pas le sens du désir. Je pense à un couple que j'ai en ce moment, et dans lequel ils ont des relations sexuelles, mais le mari ne désire absolument pas sa femme. Absolument pas, et ils vont se séparer à cause de ça. C'est-à-dire qu'il ne désire pas sa femme, il se force à la désirer, ou alors il ne partage rien avec elle C'est-à-dire qu'il fait son devoir conjugal, point. Et vous avez des femmes aussi qui font leur devoir conjugal, mais qui ne partagent pas le désir. Et on a beaucoup de consultations sur « j'aime mon mari, je voudrais avoir du désir pour lui ». Alors là encore, j'ajouterais aussi une autre nuance sur ce qui a été dit, c'est que les raisons du non-désir sont très nombreuses. Et pas uniquement ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, ça c'est certain. Elles sont très quelles nombreuses. sont-elles ces raisons d'ailleurs? Ce que disait Madame Lussereau dans le reportage tout à l'heure, c'est vrai que c'est beaucoup les blessures d'enfants. Ça c'est quelque chose qui sont très variables. Mais quel type de blessures d'enfants? Tout type de blessures d'enfants? Si vos parents vous aimaient pas, vous disiez que vous étiez moche, nul et bon à rien et que vous vous sentez pas digne d'être aimé, le désir, c'est pas facile d'en avoir parce que vous vous sentez pas capable d'être aimé ou désiré, donc du coup, il vous manque une source quelque part. Et vous vous sentez pas non plus désirable? C'est ce que j'appelle le triangle du désir. Désiré, désirant, désirable. Si je ne me sens pas désirable, je ne peux pas être désirant parce que j'ai peur d'attraper un râteau. Denis Sonnet, personnel. Oui, moi je crois que il faut
dire vraiment aux couples aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas faire l'économie d'une belle sexualité. C'est-à-dire que c'est maintenant une question absolument capitale pour le couple. Je ne sais pas si mes grands-parents arrivaient à l'harmonie sexuelle. Ça, on ne peut pas le savoir. Et s'ils n'y arrivaient pas, ça ne mettait pas en question le couple. Aujourd'hui, ça peut le mettre en question. On n'accepte plus la frustration à ce niveau-là. C'est pour ça que j'estime que c'est un devoir pour le couple, pour le jeune couple qui se forme, quand même de consulter s'il a besoin. De ne pas hésiter à consulter, bien sûr, pas à tort et à travers pour n'importe quoi. Mais pas attendre 6 ou 7 ans. Oui, parce que moi, je pense à une patiente à moi qui est venue à 60 ans. Elle m'a dit, j'ai jamais aimé faire l'amour, j'ai jamais eu envie. Et elle me dit maintenant, ça va pas du tout bien dans mon couple. Et elle me dit, tout est de ma faute, mais pourquoi j'ai pas consulté plus tôt? Pourquoi je me rendais pas compte que c'était important dans un couple d'avoir une vie sexuelle épanouie, mais même pas épanouie, normale, quoi. Et je me dis, c'est horrible après 20 ou 30 ou 40 ans de mariage de se rendre compte de ça. Donc vaut mieux. Oui, c'est ça. Et puis c'est important pour les enfants. Bien sûr. Parce que les enfants perçoivent tout ça. Un malaise sexuel au sein du couple. Un malaise au sein du couple. Et on a beau avoir tous les discours les plus beaux qu'on veut, si l'enfant perçoit que sexuellement, entre les parents, ça ne se passe pas bien, par telle petite phrase, par tel comportement, les enfants le voient très très bien. Il va porter ça après. Et ça marque profondément. Ça fait partie des blessures d'enfants qu'on évoquait tout à l'heure. L'Église personnelle, qu'est-ce qu'elle dit sur la sexualité? Ça, c'est important, sur le plaisir, plus exactement. Et je crois que je vous l'ai dit. Oui, mais il faut le rappeler. C'est pour ça que je vous pose la question avec l'Église dans la phrase. C'est important. Le Seigneur attache à toutes les activités humaines un plaisir pour les rendre plus faciles. C'est vrai pour manger, par exemple. Bon. Vous savez, il y a des fois, si on n'avait pas un certain plaisir de manger, et de manger même beaucoup, je crois qu'on ne le ferait pas beaucoup. Bon. Pour la survie de l'espèce, pas étonnant que le Seigneur aussi ait prévu un plaisir très fort. Est-ce que vous vous rendez compte que nos arrière-grand-mères, une femme sur 3 mourait en couche? Il fallait être motivé. Elles enterraient, quand elles avaient mis au monde 10 enfants, elles en enterraient 5 ou 6. On devrait élever une statue à nos arrière-grand-mères. Et je pense que, heureusement qu'il y a eu, je crois, cet amour entre eux, qui fait qu'ils ont défié la mort. Vous croyez qu'aujourd'hui, si une femme sur 3 mourra en couche, il y a encore beaucoup de femmes qui s'exposeraient à la grossesse? J'en suis pas si sûr. Je crois que ce plaisir était capital justement pour pouvoir assurer la survie de l'espèce. Et que c'était déjà donc bien voulu par le Seigneur dans ce but-là. Maintenant, pour le désir, je voudrais dire une chose quand même qui me frappe, moi, dans ce qui me frappe le plus quand je reçois les couples, c'est de voir que souvent il y a un cercle vicieux qui se forme entre eux. Quand il y en a un qui est très désirant, l'autre exerce sans s'en rendre compte une pression sur l'autre, qui peut lui se fermer. Et alors, cercle vicieux, plus je te désire, plus moi j'ai peur de ton approche, plus j'ai peur de ton approche, plus je me ferme, donc plus tu es désirant. Donc plus, moi aussi, j'ai du mal à répondre. Alors, vous parlez très bien du plaisir personnel, mais pourquoi est-ce qu'on dit que l'Église a du mal avec le plaisir, ou en tout cas là-dessus, elle est contre le plaisir, si jamais c'est au centre de ce qu'elle dit? Justement, je voudrais dire quelque chose. On a l'impression que, quand on en parle comme ça, justement, on a l'impression que le plaisir, c'est quelque chose de trivial, que c'est une décharge, un peu de tension, un peu misérable, que je sais pas, quelque chose comme ça, alors que le plaisir sexuel, c'est quelque chose qui a une dimension très spirituelle. Même quand on n'est pas chrétien ou catholique, dans beaucoup de spiritualités, je sais pas, dans le taoïsme ou dans le tantra, l'acte sexuel, c'est fait pour s'unir au cosmos, pour transcender les choses. Pas au nom de l'Église, hein, et je parle pas au nom de l'Église, je parle au nom. Et donc, c'est pareil, c'est un acte qui a une portée qui donne la vie, qui est relié à la mort aussi, parce que quand on donne la vie, on met au monde des gens qui vont mourir, et puis ce que vous disiez aussi, qu'il y a des risques. Et donc, c'est un acte, on sent très bien que... D'ailleurs, moi, mon avis, c'est que le moment le plus agréable de la vie pour faire l'amour, c'est pas seulement dans la fidélité, c'est quand on est en couple dans la fidélité et qu'on veut un enfant. Qu'on se dit on fait l'amour parce qu'en plus on veut un enfant, parce que là on s'aime, il y a une portée, on s'inscrit dans l'histoire, et il y a plus de plaisir parce qu'on donne toute sa dimension à l'acte sexuel. Olivier Florent, c'est sur cette... Pour répondre pratiquement à la question, la doctrine officielle de l'Église s'appuie beaucoup sur saint Thomas d'Aquin, et qui nous dit le plaisir c'est la perfection de l'acte. Et il dit le plaisir est bon si l'acte est bon.
Donc à partir du moment où quelque chose est ordonné à la bonté et à la joie, eh bien le plaisir qui va avec est au contraire la perfection de cet acte. Alors évidemment, si je prends plaisir à torturer quelqu'un, ce plaisir est mauvais. Le plaisir n'est pas bon en soi ou mauvais en soi. Il est bon si l'acte est bon, mauvais si l'acte est mauvais. Alors pourquoi elle a cette image qui lui colle à la peau, l'Église, en disant bon, bah, elle est culpabilisante sur le... Qu'on lui colle à la peau. Bon, qu'on lui colle à la peau. Qui lui colle à la peau. Qu'on lui colle à la peau. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné quand même dans l'histoire de l'Église ou dans l'histoire du monde, je sais pas. Dans l'histoire de toutes les religions et de toutes les philosophies, il y a toujours une tendance au mépris de la chair. C'était vrai chez Platon, c'était vrai chez d'autres, dans lequel tout ce qui était corporel était moins que spirituel, était le bas-fond. Et ça, même les catholiques, les protestants, les musulmans, les bouddhistes, tout le monde est passé à travers cette rupture à l'intérieur de chacun d'entre nous entre les élans de l'esprit et puis la pesanteur de la chair. Ce n'est pas une vision chrétienne, sinon Dieu ne se serait pas incarné. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Comment les chrétiens, qui ont la religion d'incarnation, d'un Dieu qui s'est fait corps, d'un Dieu qui s'est fait chair, ont pu mépriser le corps? Comment ont-ils fait pour avoir une réaction comme cela? Car Dieu s'est fait corps. Et le corps humain, c'est une merveille. Enfin, quoi? Je ne sais pas. J'ai une réponse. Le nombre de bêtises que je peux sortir, je comprends que d'autres ont pu en sortir aussi. Hein. Mais enfin, c'est des faits, ça. Et oui, et quand on parle d'interdit, à propos de pratiques sexuelles, par exemple, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a des interdits dans la sexualité pour l'Église? Si on écoute saint Paul, il vous dit tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Donc c'est in fine à la conscience de déterminer ce qui est bon, et ça c'est très important. Le dernier rempart de la personne, c'est sa conscience, et il doit la suivre. S'il ne comprend pas ce que dit l'Église et pense que l'Église se trompe, il faut qu'il suive sa conscience. Ça, c'est la doctrine chrétienne officielle. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a des pratiques sexuelles qui sont délétères, morbides, voire mortelles. Bien sûr. Je prends un exemple parce que nous sommes un peu spécialisés là-dedans, c'est la dépendance sexuelle. Vous avez une sexualité, mais si vous êtes devenu accro, soit au sexe, comme on peut être accro à l'héroïne ou à l'alcool, vous voyez les dégâts que ça peut faire chez une personne. Il paraît qu'il y a des cliniques qui s'occupent de ça. Il y a des cliniques, il n'y en a pas beaucoup notamment en France. aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y en a. Et il y en aura sans doute, à mon avis, en France dans les 10 ans. Et nous, on est spécialisés dans la dépendance sexuelle au cabinet. Et donc, on reçoit tous les jours des gens qui sont dans la dépendance sexuelle. Et qui est augmentée justement par la pornographie actuelle. Qui est augmentée par la pornographie actuelle. Isabelle Failly. À propos de la conscience de chacun, c'est fondamental. Hein, l'Église ne peut pas se substituer à la conscience de chacun. Elle ne veut pas. Hein? Mais là-dessus, l'Église ne communique peut-être pas assez bien. C'est très simple. C'est la troisième fois. C'est la troisième fois dans ma vie. J'ai 49 ans. C'est la troisième fois que je l'entends clairement dit. Ah oui? Oui. Non, mais c'est pourtant très net. Père Denis. Toujours en toute morale, on nous a toujours dit que c'est la conscience qui juge en dernier ressort. Mais à une condition quand même, c'est qu'elle ait fait des efforts pour s'éclairer, pour essayer de voir vraiment dans quel sens est l'optimal pour la progression de l'être humain. Mais une fois qu'une conscience est éclairée, une fois que j'ai vraiment essayé de m'informer, je peux dire maintenant je suis ma conscience. Et c'est la conscience qui juge en dernier ressort. Mais attention, signalons bien la conscience éclairée. Alors au passage, c'est noir sur blanc dans le catéchisme de l'Église catholique, David. Noir sur blanc. Noir sur blanc, voilà, donc ça c'est important. Je n'ai pas pris la référence avant de le dire, mais on pourra la vérifier demain. Très bien. Parce que je l'ai vu tout à l'heure, je n'ai pas pris. On a commencé à parler des jeunes et de la sexualité des jeunes. Je vous propose d'aller un peu plus loin sur ce terrain. Comment les jeunes vivent-ils et voient-ils leur sexualité? Dans le diocèse de Toulon, le père Axel va à la rencontre des jeunes sur les plages l'été ou les boîtes de nuit. Il passe de nombreuses soirées avec eux. Au cours d'un dîner, les langues se délient. On regarde cet extrait de documentaire très instructif. Tu peux préparer la table peut-être aussi, déjà. Sylvain. Attends, ça se coupe fin. J'arrive pas, fin, il est trop dur. Mais prends un autre couteau, mets tout comme ça à la limite, tu vois. Et après tu passes un peu dessus et ce qui est sec, tu le mets dedans. Mon verre il est où là? Bon, santé les gros. Ouais, santé. Santé. Je bois, je fume, je fais la fête, je fais du sexe, je fais tout ce qu'il faut pas faire.
tout ce qu'il faut pas faire pour le clergé, mais moi je le fais parce que c'est le kiff. C'est une vie de fou. Le sexe, c'est ce qui régit tout dans la vie. Et surtout les filles aujourd'hui, elles sont pires que les mecs. Mais ça, c'est bien, mais c'est toi-même qui te prends pour une serpillère, là. Mais pourquoi pour une serpillère? Je suis content. Bah, tu niques n'importe qui, la première qui arrive, quoi. C'est ça qui est quand même triste, quoi. Mais je veux dire, mais tout ça, mais je respecte les filles. Je les respecte. Non. Tu respectes pas les filles, tu respectes toi le sexe, le cul, quoi. Les filles, non, attention, on peut pas dire de moi que je suis un salaud, Padri. C'est pas possible. Je suis quelqu'un de sympa. Je respecte les filles, mais je m'amuse et elles le savent. Je leur dis, tu veux profiter avec moi de la vie, tu veux t'amuser, amuse-toi avec moi. Tu veux pas, c'est pas grave. Moi, je te force pas. La vraie question, c'est une question de bonheur. Tu peux te donner des illusions, justement. Quelqu'un. Préservatif pour 1 euro. Ah, mais justement, mais tu peux pas préserver ton cœur. Tu peux pas protéger ton cœur. Mon cœur, ça fait bien longtemps qu'il est mort. Ah ben justement, ça c'est bien dit. Et c'est ça justement, c'est ça le problème. Te t'endurcir intérieurement et après tu seras incapable de vivre vraiment un grand amour. C'est ça qui est dramatique dans l'histoire. J'ai une carapace. Oui, justement, ça c'est très vrai. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'au fond, toi-même, justement, tu n'es pas comme ça. Tu es quelqu'un de bon, au fond. Au fond, alors. Justement, ouais, très au fond, c'est sûr. Je dirais au fond, du fond, ils sont bien que c'est pas ça vraiment non plus. C'est pas ça le vrai non plus, le vrai bonheur. Tu joues un bonheur, c'est un peu comme sortir en boîte, faire la fête. Le bonheur que j'ai envie de jouer, parce qu'il me plaît, c'est tout. Je vis des moments où je les adore, ces moments. Mais après, j'en voudrais toujours plus et je ne serai jamais satisfait. Tu es fait pour le vrai bonheur. Et c'est pour ça qu'il faut chercher où se trouve un vrai bonheur. Profiter. Ben après, il n'y a que toi, quoi, au centre. Et ça, tu ne seras pas heureux comme ça. Tu le sens déjà aussi dans un sens parce que tu dis, je vis pour ma gueule, mais je fais déjà une exception parce que tu sens bien que si tu vis que pour ta gueule, mais déjà, il n'y a plus de place pour les amis. Et ça, tu fais une exception. Voilà pour cet extrait de documentaire Prêtre de choc, un documentaire qui a été diffusé sur KTO et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Alors, dans cet extrait, il y a une scène un petit peu caricaturale, mais c'est bien ce qu'on imagine de la part des jeunes aujourd'hui. Olivier Florent, il parle beaucoup de sexe, mais bon, est-ce que... Bon, là, c'est un milieu un peu particulier, parce qu'il y a quand même énormément de jeunes qui ne parlent pas comme ça. Il ne faudrait pas tout résumer la jeunesse à ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que je dis que c'est un peu caricatural. C'est très caricatural. Ceci dit, ça existe. Ça existe, mais ce qui m'a frappé, moi, c'est quand le prêtre a dit à un jeune qui a répondu, le jeune a répondu, mais moi, mon cœur est déjà mort. C'est no future, hein, au niveau de... Ils ont fait une croix, si je peux dire, sur un certain type de bonheur qu'ils avaient. Alors, c'est tout à fait utile de leur rappeler que rien n'est perdu et qu'on peut toujours retrouver le bonheur. Pourquoi ils font la croix sur ce bonheur, Catherine Solano? Ouais, je pense pas que la plupart des jeunes font la croix sur le bonheur. Non, je pense qu'en fait, les jeunes ont les deux en eux. Ils ont envie de trouver le bonheur, ils ont envie de trouver l'amour de leur vie, ils ont envie de fidélité, d'une grande histoire. Moi, j'entends les gens me dire ça. De toute façon, moi, mon rêve, c'était d'avoir une femme pour toute ma vie et de l'aimer toute ma vie. Ça n'a pas marché, j'en suis malade. Enfin, les jeunes, ils ont cette aspiration-là. Mais à côté, ils sont nourris à la pornographie dans une société pornographique. Donc, c'est pour ça que ça marche pas, que c'est difficile à tenir. Ben, disons que c'est difficile de concilier les deux. C'est pas, franchement, les mêmes aspirations. Oui, je crois qu'il y a deux types de jeunes très différents. On a des jeunes qui sont formidables, comme peut-être on n'en a jamais eu. On a des jeunes qui sont lumineux. Je vous garantis, je rencontre certains jeunes dans certaines écoles, ils sont extraordinaires. Mais ils sont minoritaires. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce que la grande majorité est prise dans la société de consommation. Donc on consomme... En fait, ils sont conditionnés. Ces jeunes qui ont horreur d'être conditionnés, surtout par leurs parents ou des éducateurs, se laissent conditionner par tous ces marchands de sexe, de fric, de drogue. Car en fait, on n'en parle pas. Mais les vrais coupables, ce sont ceux-là. Dites, quand des jeunes, encore cette semaine, ont essayé de braquer une boulangerie, des gamins cagoulés, où ont-ils appris ça? Mais eux, ils iront des tantôles, ou tout au moins en maison de redressement. Mais ceux qui ont fait les films, ils n'iront jamais en tôle, ceux-là. Et c'est ça, à mon avis, qui est le plus grave. Il y a un conditionnement extraordinaire sur nos jeunes, et je trouve qu'ils sont même admirables, vous entendez, de ne pas se laisser toujours prendre à ces conditionnements. Mais la grande majorité, dans la société de consommation, on ne dit pas assez que derrière tout ça, il y a l'argent, il y a le fric.
Isabelle Failly. Je rejoins volontiers Catherine quand elle dit que tous les jeunes ne sont pas comme ça, qu'effectivement il y a des jeunes qui veulent vivre le grand amour, qui sentent bien au fond d'eux-mêmes. Je pense à une de mes patientes qui a eu un épisode addictif avec le sexe. Au fond d'elle-même, elle savait très bien, elle sentait que c'était pas la voie juste. Elle le sentait très bien. Encore fallait-il qu'elle puisse avoir accès à son potentiel, à ses ressources, avoir un peu d'aide pour l'aider à découvrir toutes ses ressources. Oui, et elle s'en est sortie. La libération sexuelle aussi a changé la donne, notamment pour les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils doivent assumer les conséquences d'une société qui, sur ce plan de la sexualité, a été en tout cas forgée par leurs parents qui ont fait la révolution sexuelle? Alors, je ne parlerai pas de la révolution sexuelle. Je voudrais revenir sur ce que disait le père Sonnet sur la société de consommation. Parce qu'il se trouve que quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'ai commencé dans la publicité et que j'ai appris en classe à détourner la libido ou l'instinct sexuel des gens pour le détourner, pour le transformer en désir d'achat de marchandises et de services. C'est ça la société de consommation. À quoi ça servait? Ça servait à faire tourner les usines et nous faire acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et donc on avait des cours là-dessus. On avait des cours pour montrer comment on allait utiliser. Alors c'est pour ça qu'on avait, dans les années 50-60, commencé à voir apparaître des femmes pour vendre des voitures, que ça se voyait beaucoup moins avant. Hein. Et puis maintenant, s'il n'y a pas un être homme ou femme nu pour vendre n'importe quoi, vous n'en vendez pas. Je prends les médias et la presse. S'il n'y a pas un article sur le sexe en première page, il ne se vend pas. Y compris les journaux cathos. Au moment de juillet et août, il y a forcément un article sur le sexe, en première page. Alors bien sûr, à l'intérieur, ça sera un truc catho. Mais n'empêche qu'il y a du sexe. Et c'est là où il faut le faire. Parce que sinon, ils n'en vendent pas. Et je crois que ça, c'est important parce que... Mais ça, c'est pas lié à la révolution sexuelle quand je posais la question sur la révolution sexuelle a été liée à la société de consommation. Alors, voilà. C'est pour ça que je voulais y venir. La révolution sexuelle, ça a été... Laissons-les faire leurs petites affaires. Vous savez, on a été formés, nous, avec ce meilleur des mondes de Huxley, qui était un fameux observateur d'hommes, hein, Huxley. Et il a justement montré que on donne du mou et une pseudo-liberté dans le sexe pour pouvoir asservir les gens sur le reste. Travailler, travailler. Alors c'était Orginette, pour Orginette, je ne sais pas si vous vous souvenez du livre, mais dans lequel effectivement tous les jeunes avaient obligatoirement à leur ceinture des préservatifs. On est exactement dedans. Alors on est également aussi maintenant dans 1984 de George Orwell, puisque maintenant c'est les caméras qui sont partout. Parce que pourquoi ? Ne croyez pas que le déferlement de la violence soit différent de cette intrusion du sexe dans la vie de tout le monde. Parce que la violence dans lesquelles les gens, les jeunes entre autres, et qui inquiètent tout le monde, tous les éducateurs aujourd'hui, c'est une conséquence d'une sexualité non régulée. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes ont conscience de l'enjeu qu'il y a autour de ces questions sexuelles, et par exemple du premier rapport sexuel, de l'importance que ça a? Non, ils n'ont pas vraiment conscience. Mais ça va de soi. Bah, les journaux de jeunes, il y a 15-20 ans, demandaient aux jeunes, avez-vous des relations sexuelles? Oui ou non? Ils ne demandent plus aujourd'hui. Ils posent comme question, arrivez-vous à l'orgasme? Ça va de soi qu'ils en ont. Et c'est ainsi que, je dis, on crée tout un climat où il est normal pour un jeune, si il veut être de son temps, il est normal qu'il ait des aventures. J'ai vu une émission de télé il n'y a pas longtemps, je ne dirai pas sur quelle télé. C'était une boîte de nuit. Il y avait une grande pancarte à l'entrée de la boîte. Un interdit. Lequel? Il est défendu d'être chaste. Ah. C'est clair. Ah, il n'y a pas plus clair. Donc, la chasteté est tabou. Que dit l'Église d'ailleurs là-dessus, par rapport au premier rapport sexuel et à la chasteté, justement, on parle souvent de chasteté. Continence. Alors, oui, Olivier Florent. La continence, c'est une condition assez intéressante pour réussir sa sexualité de couple fidèle.
Pour deux raisons. Un, parce que c'est pas parce qu'on a eu 30 maîtresses qu'on sait faire avec la 31e qu'on épouse. C'est la première chose. Puis qu'au contraire, il faudrait peut-être oublier des expériences Et qu'on qu'on a a avant avoir- pour qu'il n'y ait pas de comparaison. Exactement. On va avoir énormément de mal dans les fantasmes au moment de l'acte sexuel, au moment de l'excitation sexuelle, à, comment dirais-je, à faire le tri dans ses idées entre les émotions provoquées par des précédentes maîtresses ou amants et puis celui qui est là aujourd'hui. Ça me rappelle un petit dessin humoristique de la jeune femme qui avait mis un post-it sur son front, son prénom, de façon à ce que le gars, en se réveillant, se souvienne qu'il ne se trompe pas de prénom. Mais ça, c'est pour revenir sérieusement sur le fait que, je dis souvent aux jeunes, vous prenez un garçon vierge et une fille vierge, mais qui contrôlent leurs émotions et qui parlent entre eux en toute simplicité, ils ont les atouts pour une sexualité d'élite. C'est-à-dire, ce que Jacques Weinberg, le célèbre sexologue, dirait les hauts grades de la sexualité. Il vaut mieux partir vierge, mais maîtriser ses émotions, non seulement sexuelles, mais la colère, enfin toutes les émotions. Isabelle Failly, sur cette question voilà, parce que alors, il y a une autre question qui se pose, moi je trouve, qui est en lien, c'est celle de la fidélité. J'imagine est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent voilà, moi je suis tenté par quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est normal, j'ai envie de dire, que de se sentir tenté par l'infidélité? La tentation, oui, elle est tout à fait normale. La difficulté, moi, les gens que je reçois ne viennent pas consulter parce qu'ils sont tentés, mais c'est leur conjoint ou leur partenaire qui vient consulter parce que ma femme, mon mari a un amant, une maîtresse. Oui, ça c'est ce que moi, en tant que j'entends. sexologue, j'ai le contraire, enfin j'ai les deux. Mais j'ai beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles sont des tentations et qui voudraient s'en défaire de ces tentations. Et qui culpabilisent également ou pas forcément? Alors, culpabiliser, il y en a oui, il y en a d'autres non. Mais surtout, c'est qu'ils ont compris que c'était incompatible avec un couple qui marche. Et je pense à une petite jeune femme, 30 ans, qui me dit, voilà, j'ai un mari, j'ai un enfant, j'ai un amant, mais c'est pas ce que je voulais. Et qui me demande de les décrocher de leur addiction sentimentale à un autre homme. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Il y a une prise de conscience souvent de la souffrance provoquée chez l'autre. C'est ça qui peut quelquefois faire qu'une personne se dise oui c'est vrai, je suis en train de semer énormément de souffrance chez mon conjoint, chez mon amant ou ma maîtresse, et puis chez des enfants. Et la prise de conscience souvent de la souffrance causée par exemple par l'adultère est quelque chose de capital, me semble-t-il, pour qu'il puisse y avoir une évolution. Et ce n'est pas, sur le moment, ce qui est frappant, c'est que celui qui est adultère se justifie. Il met 6 mois pour trouver avec sa raison des bonnes raisons. Il lui faut 6 mois pour que son intelligence soit d'accord avec sa pulsion. Et celui-là, souvent, il ne se sent plus coupable. Par contre, l'autre se sent coupable. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il m'ait quitté? Ce qui est très drôle, c'est que c'est souvent le trompé, par exemple, qui se sent coupable et pas l'autre. Et par contre, s'il y a une prise de conscience de l'immense souffrance qui est créée par l'adultère, on peut peut-être des fois obtenir quand même un changement de... Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le Personnet. D'ailleurs, je faisais une conférence avant-hier sur ce sujet-là en disant que c'est la compassion, c'est-à-dire l'aptitude à ressentir la souffrance d'autrui et à en souffrir soi-même, qui va être le point d'entrée pour aider quelqu'un à sortir de l'adultère. Je pense que c'est intéressant de se poser la question pourquoi est-ce que mon mari, ma femme, moi-même, j'ai eu besoin d'aller regarder ailleurs? Qu'est-ce que je n'avais pas dans mon couple qui fait que j'ai été le chercher ailleurs? Ou ça m'est tombé dessus et que j'ai été disponible? Hein? Nous, on le voit très souvent. Quels sont mes besoins qui n'ont pas été respectés dans le couple? Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'appelle ça la jachère sentimentale et sexuelle. Vous avez des gens, notamment la jeune femme dont je vous parlais, l'analyse a été qu'elle manquait de tendresse, son mari ne lui en donnait pas. Et elle est tombée amoureuse, et elle a énormément de mal à s'en défaire. Elle a mis quand même 2-3 mois à s'en défaire. Avant de passer au reportage suivant, j'ai une question sur le mariage. Les gens se marient plus tard aujourd'hui. Est-ce que ça change quelque chose sur la sexualité, sur cette question de la fidélité?
Moi, je ne sais pas si ça change tellement de choses. Parce qu'actuellement, le mariage est devenu, surtout le mariage civil, est devenu une passoire. Il faut dire ce qui est. On en sort comme on veut. Il n'y a plus cette impression vraiment que c'était un don pour toujours. Souvent, c'est, dans bien des cas, au point de vue juridique intéressant, c'est tout. Mais ce n'est plus, me semble-t-il, ce geste où vraiment un homme et une femme, c'est à partir de maintenant, on met le paquet pour réussir, on va s'adapter, on va s'ajuster à l'autre à tout prix, et c'était la force formidable de l'engagement. Surtout de l'engagement religieux qui était en plus fait devant le Seigneur. Alors aujourd'hui, souvent quand on a déjà vécu des années ensemble, où il y a déjà eu un certain engagement, je ne sais pas si c'est toujours dans cet esprit-là qu'ils le font, qu'ils font nos mariages. Mais c'est vrai qu'on constate, c'est quand même drôle, qu'il y a plus de divorces derrière les cohabitations que les couples qui n'ont pas cohabité et qui ont pris cet engagement un beau jour vraiment de tenir. La statistique, c'est qu'il y en a 2 fois plus. Alors, on va rester sur cette statistique pour continuer à évoquer les jeunes. On a commencé tout à l'heure à en parler, le problème de la pornographie. Les jeunes ont aujourd'hui évidemment beaucoup de facilité pour accéder à ces images pornographiques ou des films pornographiques. Quel problème pose cette pornographie dans leur éducation sexuelle et affective? Je vous propose de voir ce reportage. Télévision, Internet, téléphone portable, depuis une dizaine d'années, la pornographie a envahi nos écrans. On le constate facilement, ces images sont accessibles en quelques clics. Rien qu'en tapant le mot sexe dans un moteur de recherche, on obtient plus de 24 millions de réponses. C'est-à-dire que la moitié des sites Internet sont des sites pornographiques. Ce qui est assez effrayant dans le monde, hein. J'entends pas seulement en France, parce que Internet dépasse largement les frontières. Mais donc c'est un chiffre absolument effrayant, et qui veut dire que il y a des gens, d'un côté, qui font de l'argent, mais aussi tout le monde qui regarde. C'est-à-dire que les adultes, et c'est notre responsabilité en tant qu'adultes, les adultes consomment du porno. Des images pour adultes, reflets de certains fantasmes, mais les jeunes sont aussi concernés. Près d'un quart des enfants de 10 ans a déjà vu des images pornographiques. Et une étude anglaise a également montré que les mots sexe et porno sont parmi les 6 mots-clés les plus recherchés par les jeunes sur Internet. Pour eux, ces images sont souvent le premier aperçu qu'ils ont de la sexualité, comme une sorte de rite de passage. Il est normal que tous les enfants s'intéressent à la sexualité, veulent savoir comment se passe la fameuse question comment fait-on les bébés. Et puis après, à l'adolescence, les choses prennent une autre tournure, puisqu'ils ont un corps qui commence à devenir apte réellement au rapport sexuel, et qu'il y a les pulsions, il y a les désirs qui sont là et qui veulent savoir un petit peu comment ça se passe. Pour les ados, ces images peuvent choquer, troubler. La femme est placée au rang d'objet devant assouvir tous les fantasmes masculins. Et le risque pour un jeune qui entre en contact avec la sexualité via des films porno, c'est de croire qu'il s'agit du reflet de la réalité. C'est pas ça la sexualité. La sexualité, ça ne se conçoit pas sans amour. Un discernement pas si évident pour les jeunes. Notre société est de fait très sexualisée. Des publicités comme celle-ci dans la rue ou pour un parfum à la télévision, la nudité est devenue banale. Ce que tu portais. Maintenant, on vend en associant au sexe. Le sexe, c'est le désir, et le désir, c'est le désir d'acheter. Je crois qu'il faut faire avec, et surtout aider nos enfants et nos adolescents à se construire tant bien que mal avec cette société-là. C'est ça qui me paraît le plus essentiel, quoi. L'éducation, voilà la clé de voûte pour aider les jeunes à construire leur sexualité dans le respect d'eux-mêmes et de l'autre. Montrer que le sexe, c'est une relation réciproque, un rapport plus qu'une performance. Pour aider les jeunes, quelques sites tentent de percer sur la toile pour répondre aux questions que peuvent se poser les ados. Donner, c'est s'adapter à l'autre. Recevoir, c'est prendre le temps de ressentir. Chaque corps est unique. Des caresses qui plaisent à une personne peuvent laisser une autre indifférente. L'idée du site, c'était de donner une source d'information sur le même média, c'est-à-dire sur Internet, avec notamment des vidéos. Comme on peut trouver des petites vidéos porno, ben nous faisons des vidéos mais pas porno. Et ce site est à vertu pédagogique. Il répond à énormément, voire toutes les questions que peuvent se poser les adolescents ou les jeunes, que ce soit
enfin sur à peu près tous les domaines. Dialoguer, expliquer, éduquer, l'important finalement c'est de responsabiliser les jeunes par rapport à leur corps, de leur fournir des valeurs et des bases solides qui leur permettront de prendre la distance nécessaire dans ce contexte hyper érotisé. Voilà, sur ce reportage, je vais faire réagir Catherine Solano parce qu'elle vous avez peut-être remarqué, elle nous avait quittés pendant quelques minutes puisqu'elle a eu une quinte de toux, donc elle est sortie du plateau. J'espère que ça va mieux d'abord. Oui, ça va. Peut-être une réaction sur... Moi, je bloque un peu sur un chiffre. 24 millions de pages Internet pornographiques, ça me paraît tout simplement gigantesque. De toute façon, la pornographie, c'est l'industrie du sexe en général, et dont la pornographie fait partie. C'est une des 3 plus grosses industries avec les armes et la drogue. Donc, c'est clair que c'est énorme. D'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'Internet s'est développé surtout au début autour de tous les sites pornographiques. C'est énorme. Entre 45 et 50% du trafic d'Internet. Ah oui, c'est juste monstrueux. Ouais, et 100 000 pages, c'est rien. 900 films par mois. 900 films par mois. 900 films sont tournés par mois. Ah oui, d'accord. Ça fait, vous voyez... On ne peut même pas tous les regarder. Comment? On peut même pas tous les regarder par vous. On a commencé à en parler un peu tout à l'heure. En quoi cette pornographie influe sur le... C'est une question un peu bête, hein, mais influe sur le comportement sexuel des jeunes? D'abord, moi je prends la parole, mais d'abord ça va calibrer leurs fantasmes. C'est-à-dire que normalement, quand un jeune commence sa vie sexuelle, il va avoir une petite copine, l'embrasser, peut-être faire des petites caresses par-dessus les habits, etc. Il va commencer à avoir des fantasmes, à imaginer des choses. Et normalement, sans pornographie, ça se construit à partir de son expérience personnelle. Quand vous voyez de la pornographie avant d'avoir eu vos premiers rapports sexuels, ça fait une intrusion dans votre imaginaire. Et après, votre imaginaire, il sera calibré en étant pornographique, c'est tout. D'où l'importance d'avoir une information, une éducation sexuelle. En dehors de... Enfin, c'est-à-dire... C'est beaucoup trop tard, à l'adolescence. Ah. Beaucoup plus tôt, dans cette période de latence, où l'enfant est disponible, où ça vient naturellement. Voilà, tel enfant qui pose la question entre la poire et le fromage. Maman, comment on fait les bébés? Parce que c'est pas toujours facile de répondre. Hein. Voilà. Et puis on dit toujours que, vous voyez, par rapport au fait que les jeunes croient que c'est la réalité, la pornographie. Non, ils savent très bien que c'est faux. Seulement, le problème, c'est pas ça, c'est qu'ils savent pas où est la limite entre la réalité et la pornographie, si vous voulez, puisqu'ils n'ont pas vécu de rapport sexuel. Et le pire, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui pensent que la pornographie, c'est la sexualité des adultes. Enfin, vraiment, pour eux, c'est ça. Personnel. Moi, je crois surtout que ça crée des nouveaux modèles. Des nouveaux modèles de sexualité qui sont véhiculés par la pornographie. Une fille me posait comme question, c'est vrai, je serais obligé de faire l'amour avec 3 hommes à la fois. Ah oui. Oui, on a des questions d'une crudité. Où elle a trouvé ça? Où elle a trouvé ça? Et donc, il y a des nouveaux modèles et il faut tâcher de s'y conformer. Autrement, on n'est plus du tout dans le coup, on n'est plus dans le vent. Oui, alors... Olivier Florent. Je voudrais simplement rajouter sur ce que venait de dire le docteur Solano, c'est que l'importance des fantasmes. On n'en a pas encore parlé. Non, on n'a pas parlé. Et quand Catherine dit ça va formater leurs fantasmes, il faut savoir que c'est tout à fait clé dans le vécu d'une sexualité et notamment de la montée du désir, du plaisir, de l'érection, enfin, de tout ce qui correspond chez la femme. C'est indispensable. Tout se passe dans la tête, pas dans les organes. Donc la place du fantasme. Alors la place du fantasme, elle est centrale puisque c'est le détonateur, c'est le fantasme qui va créer à la fois le désir et le plaisir. Tout se passe dans la tête. Moyennant quoi, si c'est formaté d'une certaine manière, eh bien on est obligé de faire selon ces modèles parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et sinon on se sent étrange. Alors il est clair que il y a aussi le côté de l'accoutumance. Vous avez des images qui sont violentes. Alors c'est des images, un petit baiser dans le cou à sa petite amie, ça excite plus. Si on a vu et donc c'est un peu comme de la drogue. Exactement. Plus on a une dose, plus on... Pourquoi c'est comme la drogue? Votre expression est juste, David. C'est simplement que c'est les mêmes circuits du plaisir et on sait qu'il y a une accoutumance au plaisir et qui fait qu'à un moment donné, il faut augmenter les doses. Alors si quelqu'un se masturbe régulièrement en regardant des choses tout à fait énormes en pornographie,
l'acte sexuel avec son épouse ou sa petite amie ça ou paraît son bien mari, fade. Ça paraît fade. Moi, Et il n'y a plus, ça tue le désir. Voilà, moi, je connais un jeune homme qui avait 26 ans. Il me disait, moi, faire l'amour en position du missionnaire à la papa et maman, ça m'intéresse plus. Il me faut des accessoires et ceci, cela. Je me dis, on en arrive à des choses comme ça, quoi. C'est plutôt triste, quoi. Isabelle Failly? Non, je suis un peu... heureusement, je n'ai pas été confrontée à ce genre de questions dans ma consultation. Et puis il y a la violence aussi dans les rapports sexuels. Parce que moi, je travaille beaucoup pour les adolescents. Je travaille pour le magazine Girls, où c'est des ados. Je travaille pour tasanté.com. Je travaille pour d'autres magazines pour ados. Et donc, on est confronté à la violence dans les relations sexuelles garçon-fille. Par exemple, depuis 1 an, on a des questions genre « Mon copain me tape et me viole ». Avant, on n'entendait jamais des trucs comme ça. Me frappe, parce que ça fait partie, si vous voulez, quand on regarde de la pornographie, la violence fait partie de la sexualité dans la pornographie, donc ça rentre dans la vie des gens. Sur cette violence et cette manière d'être addict. Vous vous rendez compte que l'autre devient vraiment un objet sexuel dont on abuse. Il y a une dévalorisation notamment de la femme. Et beaucoup aussi s'imaginent que la femme qu'ils auront demain devra être comme ces femmes qu'ils ont pu voir dans les films porno, qui se donnent, qui vont même au-delà, qui acceptent n'importe quoi. Et ils pensent que c'est ça aussi le modèle de femme qu'ils sont en train de formater dans leur tête. C'est ça aussi qui est dramatique. L'Église, elle dit quoi face à ça? Comment? L'Église, qu'est-ce qu'elle dit face à ça? Bon, l'Église, ne demandez quand même pas à l'Église de bénir tout ça. Ah ben non, mais bien sûr. Justement, pour faire face, qu'est-ce qu'elle dit pour faire face? Est-ce qu'elle dit quelque chose ou... Ah non, alors moi, ce que je dis, premièrement, refusons d'engraisser les marchands du sexe. Bon, il n'y a pas d'histoire. Dès qu'on regarde un film porno, on fait vivre des gars qui gagnent du fric là-dessus. C'est comme quand vous achetez un joint de la drogue, vous faites vivre des porcs qui s'engraissent sur le cercueil de nos gamins. Moi, je ne peux pas. Je dis à des jeunes, ça, je n'accepte pas ça. Ça, je n'accepte pas que vous soyez conditionnés par ces gars de fric, vous qui avez horreur d'être conditionnés. Deuxièmement, apprenez le respect de l'autre, ce n'est pas un objet. Troisièmement, ce que l'Église peut dire aussi, mais d'une façon plus simple, écoutez, il n'y a rien à voir. Circulez. Vous avez vu un film porno, vous savez ce que c'est. C'est toujours la même chose. Il n'y a rien de plus ennuyeux. Vous n'apprendrez jamais rien. Et les concepteurs sont obligés de s'ingénier, de savoir comment ils vont faire pour toujours fidéliser leur clientèle. Il n'y a rien à voir, circuler. Autrement dit, je leur dis, regardez un film porno, c'est pas immoral, c'est idiot. C'est idiot. C'est tout. J'insiste plus sur cet aspect en quelque sorte humain, c'est idiot. Ça rime à rien. Tu ne verras rien de ce que tu n'as jamais vu. Olivier Florent. Circuler. Alors, j'ai également une autre approche que j'essaie de développer avec, si ce n'est les jeunes, du moins de 20 à 30 ans. C'est leur proposer autre chose, une sexualité, autre chose, très jouissive d'ailleurs, mais très spirituelle. Et quand ils ont goûté à ça, ça les intéresse. Et j'espère que, là c'est élitiste, mais ils feront tache d'huile. Tu pourrais préciser plus? Oui, c'est ça. Suspense. On est plus loin, il y a un bon suspense là. On a tous envie de savoir. Eh bien simplement, par exemple, là j'en discutais notamment avec un jeune homme avec qui je travaille, qui est docteur en psychologie, mais qui me disait de plus en plus, l'Église n'est pas ringarde, elle est en avance. Prophétique. Et, oui, elle est en avance déjà, il me dit, mais lui il est bouddhiste. Mais le bouddhiste pratiquant, c'est-à-dire il est capable de faire des méditations de 1 heure par jour, etc. Autant qu'on peut l'être nous chrétiens dans notre domaine. Mais il me disait, mais non, nous-mêmes, nous avons maintenant des jeunes gens qui ont redécouvert la continence, la bonté du désir, le contrôle du désir pour l'explosion du désir, c'est-à-dire au contraire d'apprendre à faire monter le désir. De faire monter le désir sans provoquer justement cette accoutumance. Deuxièmement, la délicatesse d'âme, parce que dans l'érotisme pornographique, il y a ce côté de l'avilissement de l'autre qui est une jouissance perverse, une jouissance sadique. Mais de trouver le plaisir du plaisir de l'autre, c'est-à-dire de s'oublier complètement soi-même dans le plaisir de l'autre, c'est très jouissif. Pour finir sur ce... Et j'en viens justement à dire que finalement, à redécouvrir qu'on peut, simplement se regardant dans les yeux, avoir un orgasme. Alors,
Voilà. Challenge. Plus besoin de préservatif. Moi, je dis souvent aux jeunes, c'est les spirituels qui sont les plus charnels, qui peuvent être les plus charnels. Parce que ce sont eux qui vont donner à ces gestes des significations. C'est important ce que vous dites là, c'est important. Catherine Solano. Moi, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, la sexualité, c'est un langage. C'est-à-dire que quand on fait l'amour avec quelqu'un, c'est pour dire quelque chose, pour transmettre un message. C'est pas juste un geste technique. C'est comme la parole. Parler, on ne parle pas pour ne rien dire, on parle parce qu'on a envie de dire quelque chose. Donc ça a de la valeur à partir du moment où on veut transmettre de l'amour, ça a beaucoup de valeur. Si c'est pour humilier l'autre, c'est pas génial. Et puis sur la pornographie, je voudrais compléter ce que disait Denis Sonnet, c'est que moi ce que je trouve le pire dans la pornographie, c'est le fait qu'on paye pour que des gens fassent un métier d'être acteur pornographique. Parce que je trouve ça épouvantable. Oui, c'est qu'on oublie aussi la dignité humaine. La personne moi, c'est ça que je trouve le qui est pire. dans les films, l'acteur. C'est même pas les gens qui gagnent de l'argent, c'est de cautionner ce genre de métier. J'ai envie de dire, il y a aussi une pornographie parfois un peu verbale à la radio. Moi, j'ai entendu une émission de radio il y a quelques temps sur une radio de jeunes, et c'était aussi très cru. Et surtout que c'est des films qui ne coûtent rien, ni décor, ni costume. Ça, c'est certain. Alors, on va s'intéresser maintenant aux parents. Comment parlent-ils de sexualité à leurs enfants? Est-ce qu'il y a des gènes? On va regarder quelques témoignages recueillis par Véronique Westerlop lors d'un colloque de l'Appel sur l'éducation affective. C'était il y a quelques semaines en banlieue parisienne. On regarde ces témoignages de parents. On a l'impression que si on commence à leur parler, en tant que parents, on va voir toute cette partie sécurisante quelque part et on va passer à côté de la beauté de l'amour et on va leur faire un petit peu peur en leur disant « Oh là là, mais si c'est ça, bon, je ne sais pas comment on va faire. » Moi, on n'en m'a jamais parlé du tout. Et en même temps, c'est un paradoxe, mais je m'occupe de l'éducation affective et sexuelle dans l'école où ont été une partie de mes enfants. Auprès des élèves de première. Donc effectivement, finalement, c'est tellement plus facile d'en parler à d'autres enfants qu'aux siens. On a beaucoup d'appréhension en tant que maman. Voilà, on aimerait savoir comment réagira notre fille lors de son premier rapport sexuel. Comment doit-elle faire? Est-ce qu'elle peut poser des questions? Par exemple, quand j'ai un de mes garçons, donc dans une fratrie de 4, le deuxième, qui est arrivé en vacances avec sa petite amie. Et effectivement, il a fallu réagir par rapport à ça. Donc, que faire? Chambre séparée, on se voile absolument la face parce que de toute manière, aussitôt que les parents sont couchés, on sait très bien comment ça se passait. Ce ne sont pas des conversations qu'on a à table, parce que ce sont des conversations où il faut trouver le temps, et que ce temps, entre les études, les sorties, toutes les autres obligations ou plaisirs de la vie, eh bien, c'est un temps qui finalement est assez difficile à prendre. Quelle est la meilleure façon de parler de l'amour à mes enfants? C'est plutôt sur ce côté-là plutôt que sur le côté sexuel. Comment parler, sachant que parmi les enfants que j'ai une fille qui est amoureuse, qui a rencontré un jeune homme, de quelle façon parler avec elle? J'aimerais savoir comment mieux discuter d'amour et de sexualité, parce que je ne voudrais pas que le sujet de sexualité devienne un sujet tabou ou bloquant. Au contraire, je pense que c'est un sujet qui peut être du domaine du jardin secret, mais tout en amenant l'enfant à échanger avec ses parents et à poser des questions. Alors je n'attends pas qu'on me pose des questions, je provoque la conversation, justement. Alors j'aimerais savoir si je la provoque bien et comment je dois le faire. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations chez ces parents. Qu'est-ce que vous relevez docteur? Je relève que c'est pas très facile parce que c'est vrai que la sexualité des enfants, c'est quand même tabou pour les parents et c'est bien, les parents n'ont pas tellement à être au courant de la vie sexuelle de leurs enfants. Mais est-ce que c'est à eux de leur en parler alors du coup? Je trouve que les parents peuvent parler de sexualité mais pas poser de questions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être intrusif et dire alors comment ça se passe pour toi. Vous voyez, ça c'est pas possible. En revanche, je trouve que ce qui est pas mal, c'est de parler de sa propre expérience à soi. Non pas raconter ses expériences sexuelles, mais dire par exemple, tu sais, j'ai une copine qui s'est trouvée enceinte à 18 ans parce qu'elle a eu un rapport sexuel avec quelqu'un qu'elle connaissait presque pas. Ça a été horrible pour elle, je voudrais pas qu'il t'arrive des choses comme ça. Ou j'ai un ami, ou même moi,
moi, j'ai fait des mauvais choix à un moment, ça a été difficile, et donc il faut plutôt parler avec son cœur que de manière technique, parce que si les parents se posent comme professeurs en disant je vais t'expliquer comment ça se passe, c'est moyen. Ça passe pas. Ouais. Ça passe pas. Surtout si on note une incohérence, une incongruence entre ce qui est vécu à la maison et le discours qui est tenu. Et ça, les enfants le ressentent immédiatement. Oui. Moi, je pense qu'avant de parler, c'est ce qu'on est qui compte. C'est-à-dire que le plus important pour des parents, c'est d'abord que les enfants voient qu'ils s'aiment les deux. Ça, c'est la première chose. L'amour, ça ne s'explique pas d'abord, ça se respire. Et ça se respire dans un couple qui s'aime. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Deuxièmement, quel type d'homme je donne à mes fils? Quel type de femme je donne à mes filles? Ça aussi, c'est capital. Et ça ne se parle pas, ça se voit, ça se vit. Et ça, c'est le plus important. Autre chose, est-ce que j'accepte le sexe de mes enfants quand ils arrivent? Est-ce que je les aime tels qu'ils sont? Est-ce que je les accueille tels qu'ils sont? Dès le départ. Dès le départ. Je crois que c'est ça d'abord la base. Alors après, la qualité du dialogue, où il n'y a ni curiosité, pour vous le dire, où il y a chasteté, c'est-à-dire respect d'intimité du jeune, il ne faut pas farfouiller, il y a des parents qui sont intrusifs et c'est absolument mauvais. Et puis éviter aussi le ton solennel. J'ai des choses graves à dire, monte dans ta chambre, nous allons parler. Hein. Vous comprenez? Ça, si on a le ton juste, qui est un ton grave, mais qui est un ton aussi clair, net, précis... Un ton du cœur. Hein? Un ton du cœur. Je crois que c'est possible, c'est bien plus facile que les gens ne pensent. Un numéro d'équilibriste, Olivier Florent. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que quand on a l'occasion de regarder la télévision ou quelque chose ensemble en famille, de faire des commentaires, de demander l'opinion des jeunes et de donner la sienne, de façon à ce que ce soit un sujet qui s'aborde par rapport à ce qu'on voit. Bon, ça, c'est important. Il y a quelque chose qui est très important, je vais revenir un peu sur ce que disait le personnel, d'ailleurs, pour aller dans le même sens, me semble-t-il, c'est que qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en moi dans la vie? C'est que je suis le fruit d'un homme bien et d'une femme bien. Mais comment je sais que mon père est un gars bien? Parce que je regarde ma mère le regarder. Et comment je sais que maman est une fille bien? Parce que quand papa en parle ou quand je le vois la regarder, j'ai l'impression que c'est une fille bien. Moyennant quoi... C'est pas des choses très simples. Hein. Voilà, moyennant quoi, j'ai l'impression d'être le produit d'un homme bien et d'une femme bien, donc j'ai des chances dans la vie, c'est un peu comme... Est-ce que les chrétiens ont à redécouvrir la théologie du corps également pour mieux parler de sexualité? La redécouvrir, non, mais la découvrir, oui. Peut-être. Cette théologie du corps, Père Denis Sonnet, qu'est-ce qu'elle dit? Je répète, elle ne parlait pas pour nous de l'incarnation, mais elle parle aussi toujours, je n'aime pas non plus uniquement l'aspect religieux, l'aspect humain. Il y a une admiration profonde pour le corps humain. Quand je pense que j'ai un cœur qui a battu pendant 2,5 milliards de fois, vous connaissez une machine qui marche comme ça depuis tant d'années? Quand je pense que j'ai un œil qui prend 800 000 photos dans ma journée, quand je pense que dans mon cerveau il y a 300 000 kilomètres de câbles, enfin j'espère tout au moins, c'est normal. Je suis en admiration devant le corps humain. Et notamment tout ce qui est trait à la naissance de l'enfant. Jean-Paul II, on a beaucoup parlé. Hein, c'est prodigieux. C'est le développement de l'embryon qu'on ne respecte plus aujourd'hui, l'embryon. C'est un tissu, vous comprenez? On ne le respecte plus. On pourra bientôt faire des cosmétiques avec, on le fait d'ailleurs dans certains cas. Mais quand on a compris la merveille de l'être humain, mais déjà au plan humain, mais l'Église, la foi nous ajoute, Dieu se fait corps. Et n'oubliez pas que dans la Trinité, ça sera une des choses les plus étonnantes que nous verrons, c'est de voir le corps d'un homme dans la Trinité. Moi, il me tarde de voir ça. Le temps passe très très vite. J'aimerais qu'on aborde quand même, on pourrait faire une émission sur ce sujet, mais on va l'aborder en quelques minutes, la question de la contraception, parce que c'est une question qui revient souvent aussi chez des enfants ou parents. Cette fameuse question de la pilule. D'abord, j'aimerais avoir votre avis sur cette pilule, docteur. Ah oui. Alors, donc la pilule contraceptive, moi, je n'aime pas tellement cette contraception parce qu'elle a beaucoup d'effets indésirables. Quand on prend le Vidal et qu'on lit, il y a à peu près 2 pages, 1 page et demie, 2 pages de contre-indications, d'effets secondaires et tout ça, je me dis, donner un médicament à quelqu'un qui est en bonne santé, comme si la fertilité était une maladie. Moi, j'ai jamais pu prendre la pilule parce que je sais pas, ça me correspondait pas.
En plus, quand on sait qu'elle augmente quand même pas mal le cancer du sein et qu'il y a une espèce d'épidémie de cancer du sein, je trouve ça très embêtant. Maintenant, c'est pas la seule contraception disponible. Mais en France, on est un des pays au monde où où on prescrit le plus de pilules, sans doute parce qu'elle est un peu le symbole de la libération de la femme et de la libération de la sexualité dont on parle, qui est une bonne chose. Donc c'est la suite d'un combat idéologique. Voilà, c'est la suite d'un combat idéologique, mais je trouve qu'elle devrait reprendre une place plus limitée pour laisser de la place aux autres méthodes de contraception un peu plus. Côté Église, la contraception, cette pilule, est-ce qu'on peut rappeler aussi assez clairement ce que dit l'Église? Est-ce qu'a dit l'Église? Parce qu'il y a une encyclique où on a évoqué cette question. C'est que le couple est responsable de sa fécondité et qu'on ne doit pas faire des enfants à tort et à travers comme si on était des lapins. C'est la première chose à dire. Première chose à dire. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la parenté responsable. Voilà. Alors, la deuxième chose à dire, c'est que l'Église, comme presque toutes les religions, pense que l'acte qui donne la vie est un acte sacré. Alors, on le retrouve dans toutes les civilisations depuis l'Antiquité, depuis le Néolithique. Et que si c'est un acte sacré, et si on a envie de le vivre comme sacré, pour ceux qui ont envie de le vivre comme sacré, et non pas de le profaner, eh bien, c'est important que de lui conserver son acte de don de la vie. Voilà. Alors, ceci dit, l'Église dit, mais si vous voulez n'avoir que 3 enfants alors que vous pourriez en avoir 10 ou 12, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 10 ou 12. Oui, parce que parfois il y a un principe de réalité aussi. On vous demande, si vous voulez avoir 3 enfants, vous les avez, vous pouvez vous arrêter là. Et on pratique à ce moment-là, l'Église propose que nous pratiquions l'abstinence périodique, c'est-à-dire de n'avoir des unions que au moment où la femme n'est pas féconde. Et ça marche cette méthode? Je me retourne de nouveau vers le médecin. Ça marche beaucoup mieux qu'on ne le pense en général, parce que l'OMS classe ça dans les méthodes efficaces. Donc, mais c'est tellement décrié et puis c'est tellement, ça demande un apprentissage qui est pour la plupart des gens un obstacle, alors qu'en réalité c'est quelque chose de formidable que d'apprendre à connaître comment notre corps fonctionne. Ce que disait Denis Sonnet, notre corps est extraordinaire et moi j'ai eu la chance de connaître ça quand j'avais 14-15 ans, d'apprendre comment fonctionnait mon corps et je trouve que c'est une des choses les plus magnifiques à apprendre à une jeune fille, ou un jeune homme aussi d'ailleurs. Moi je dis que l'Église dit ce que les personnes et les couples désirent. Alors qu'ils ont l'impression qu'elle dit le contraire. Ça, alors ça, c'est le, mais oui, c'est ça bouquet. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils désirent? Ils désirent s'unir charnellement. Ben, c'est normal, c'est des couples, c'est pas des moines. Bon. Ils désirent qu'il n'y ait pas toujours un enfant à la clé. Oui. Et ils n'aiment pas les gadgets. Je vous assure qu'ils n'aiment pas les pilules. Qu'ils n'aiment pas les préservatifs. Hein, le jeune qui me disait l'autre jour, c'est manger un bonbon avec le papier. Et c'est pour vous dire, ils n'aiment pas vous croyez que les femmes aiment les stérilets, qu'elles aiment tout ça? Qu'elles aimeraient mieux autre chose que cela? Ce que les personnes désirent en définitive, c'est qu'on respecte leur biologie. J'aime pas dire le mot nature parce que ça fait philosophique, mais respecter notre biologie. Mais c'est ce que les gens désirent. Et c'est ce que l'Église nous dit en définitive. Plutôt que de recourir à des moyens qui refont l'homme ou la femme autrement qu'ils sont faits, faites donc une lecture de votre biologie pour l'utiliser au mieux. Ce qui est quand même incroyable, c'est que la femme est très peu féconde et qu'on n'a pas fait des études suffisantes pour lui dire les quelques jours de fécondité qu'elle a au cours d'un mois. Pour moi, ça, c'est tout simplement scandaleux. Ça fait 30 ans, vous entendez, 30 ans, que déjà un gynécologue, Roussel Le Guin, ne peut pas la nommer, nous disait il faut travailler à ce niveau-là. On ne l'a pas fait suffisamment à mes yeux. Alors, il y a une autre chose qui est un peu gênante avec la pilule, c'est que finalement, ça fait une ménopause artificielle pour les femmes. Quand même dommage de commencer sa vie sexuelle par de la ménopause, puisque ça bloque l'ovulation, ça bloque le désir génésique qui est lié, à un moment donné, à ce pic hormonal d'avant l'ovulation. Moi, je dirais pas ça, c'est plutôt une grossesse artificielle, parce que le but de la pilule, c'était de reproduire l'état de grossesse, parce qu'on ne peut pas tomber enceinte une deuxième fois. En revanche, c'est tout à fait vrai que la pilule, ça diminue le désir sexuel énormément. À peu près chez 20 à 40% des femmes, il y a une baisse importante de libido. Ouais. Et ça, on le dit pas tellement, et en consultation de sexologie, c'est un gros problème, parce que sur une journée de consultation, j'ai toujours 1 ou 2 femmes qui ont des troubles de la libido à cause de la pilule. Isabelle Failly, vous rencontrez ces... Je trouve que c'est très important cette notion d'apprentissage, de connaître son corps, mais son corps biologique, son corps spirituel, son corps émotionnel, de se connaître soi et d'avoir cet idéal de grandir, d'évoluer de plus en plus vers qui je suis.
Et plus je serai moi-même, plus je serai en relation naturellement avec l'autre. Et je redirais bien une chose par rapport aux méthodes de régulation des naissances, aux méthodes, je sais pas, naturelles, comment on va appeler ça. L'abstinence périodique. Oui, moi je dis même pas l'abstinence périodique, non, les méthodes d'auto-observation, moi. Et chaque fois que je parle de ça à quelqu'un, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que j'ai de la chance que tu m'en aies parlé, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Et je parle pas de gens spécialement catholiques. Hein. Oui, mais c'est ça c'est aussi intéressant, ouais, tout à fait, de l'entendre. Père Duny-Sonnet, vous vouliez aller plus loin sur ce sujet, je vous ai vu réagir tout à l'heure. Oui, j'ai perdu à peu près le fil de ce que je voulais dire. Peut-être sur... On a humanévité, parce que vous m'en parliez avant l'émission. Non, je dis que c'est une question de bon sens. C'est-à-dire, Jean-Paul II nous disait à nous, les méthodes... Pour conclure, après on passe au prochain sujet. Sont des méthodes écologiques. On parle d'écologie aujourd'hui. On veut respecter les cycles naturels. Et on ne respecte pas le cycle féminin, qui est quand même infiniment précis et plus sophistiqué que tous les cycles naturels qui nous entourent de l'environnement. Bon, quand je pense qu'il est interdit de donner des hormones aux veaux, vous entendez? Parce qu'on risquerait, nous, en mangeant du veau, d'absorber des hormones. Or que dans 1 kilo de vos hormones, il y a le 10e d'hormones qu'il y a dans une pilule de femme. Voilà, ça dit un peu la confiance qu'on fait. C'est quand même incroyable que ce principe de précaution qui va jouer par rapport au veau ne joue pas par rapport à la sexualité des femmes. Point important à souligner. Moi, je voudrais souligner un dernier point. Alors, ça n'a rien à voir, je passe un peu du coq à l'âne. Un point sensible, l'homosexualité. L'Église intervient régulièrement sur cette question. Sa parole est parfois source de polémiques, d'incompréhension et même de blessures. Comment un catholique vit-il aujourd'hui son homosexualité? Frédéric Jakovlev a rencontré Jean-Philippe. Il fait partie de l'association Devenir un en Christ. On écoute son témoignage. J'ai pris conscience de mon homosexualité en fait à 16 ans, donc assez jeune. Et c'est vrai que quand on apprend ça, quand j'ai appris ça, c'est dur parce que c'est pas du tout ce que j'avais en tête ou ce que je pensais ou les schémas que j'avais en tête. Surtout, j'étais déjà un peu engagé dans l'église à ce moment-là et bon, j'imaginais ou je rêvais d'autre chose. Donc j'ai mis à peu près 6-7 ans avant de pouvoir l'accepter parce que j'ai eu un phénomène de rejet, mais du coup ça a pris du temps pour que je l'accepte. Et c'est seulement vers 23 ans que j'ai décidé d'essayer d'assumer ça et de dire voilà, c'est un chemin qui m'est proposé, parce qu'évidemment c'est pas quelque chose qu'on choisit, et du coup qu'est-ce que je fais avec ça, comment j'avance dans ma vie et dans ma vie de chrétien. J'ai commencé à en parler à des prêtres dans le cadre de la confession, des choses comme ça. Bon, on n'est pas toujours bien accueillis, les prêtres sont souvent très démunis, ils savent pas comment vous parler, et c'est vrai que moi j'en ai parlé à 2 prêtres qui m'ont mis très mal à l'aise au départ, forcément, qui m'ont dit ça va passer ou prie pour que ça passe. J'ai dû un peu prendre de la distance par rapport à l'Église parce que j'étais hors norme et donc forcément on s'interdit soi-même. Déjà ça peut être un réflexe, c'est pas forcément le réflexe de tout le monde. En tout cas le mien c'était de dire tu vas plus communier, tu rentres plus dans une église, tu ne parles plus. Enfin voilà, ça peut aller assez loin. Hein. Et puis j'ai eu la chance de croiser aussi une association qui s'appelle Devenir en Christ dont je fais partie encore aujourd'hui et qui m'a permis de trouver un lieu d'église où je pouvais en parler, où je pouvais déposer ça sans être jugé, sans que les personnes me regardent, sans que d'autres chrétiens me regardent en disant « mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, on ne peut pas l'accepter ». J'ai heureusement pu apprendre que homosexualité et foi et église, c'est possible. Moi j'ai des amis hétéros et j'ai des amis homos qui ne sont pas chrétiens et qui me renvoient ça dans la figure, qui me disent « comment est-ce que tu peux être croyant dans une église où le pape dit ça, où l'évêque dit ça, x, y, z ». Voilà. Et moi je leur dis ouais, mais qu'est-ce que dit le Christ? Et ensuite, oui, il y a aussi tel évêque qui a dit ça, ou tel prêtre que je connais et qui fait un travail formidable d'accueil, d'humanité, voilà. Donc c'est aussi ça l'Église. C'est pas que le rejet, c'est aussi l'accueil. Et encore une fois, je veux dire, on peut pas non plus. Moi, voilà, je peux pas rejeter. Je sens aujourd'hui que je peux plus rejeter quelque chose qui est fondamentalement un message d'espoir, un message d'amour. Message d'espoir, message d'amour, c'est un très beau témoignage, très courageux. Je vais quand même vous poser une question un petit peu directe. Est-ce qu'il y a quand même des discriminations au sein de l'Église concernant les homosexuels? Olivier Florent. Alors, d'abord, l'Église ne condamne absolument pas les personnes homosexuelles. De toute façon, ils sont homosexuels comme moi je suis gaucher. Les autres sont droitiers. Et bon, c'est difficile à vivre quand on est gaucher dans un monde de droitiers. C'est difficile d'être homosexuel dans un monde hétérosexuel. Et moi, ce que je dis, pour faire bref,
c'est que, à mes enfants d'ailleurs, je leur ai dit, si vous avez un ami chrétien, profondément chrétien et homosexuel, choisissez-le comme parrain. Parce qu'au moins, il va s'occuper de ses filleuls. Parce que n'ayant pas la chance et la joie d'avoir des enfants pour lui, mais ça ne veut pas dire pour autant que son instinct de paternité n'est pas là, de paternité spirituelle. Et il sera sans doute très bon pour l'exercer. Il est appelé de vivre en chrétien dans l'Église aussi. Bien sûr. Alors, autre chose, c'est les pratiques sexuelles qui sont autre chose. Et il y a des chrétiens qui sont admirables et qui sont homosexuels et qui ont plein de rôles, y compris dans le clergé, etc. Il y a notamment un prêtre homosexuel, un religieux, à qui j'envoie beaucoup de parents d'homosexuels pour qu'il leur explique. Lui a décidé de vivre dans la chasteté. Il est homosexuel néanmoins. Mais moi, c'est ce que j'explique quelquefois. Il y a 3 milliards de femmes, dont 2 ravissantes autour de la table. Et moi, je me suis réservé pour une seule. Donc, ça fait 2 999 999 999 qui me sont interdites, pour qui c'est niette. Moi, je me suis fait une raison. Voilà, bon. Mais c'est pas évident parce que... L'important n'est pas, comme je dis, le geste génital, je vous l'ai dit, pour l'hétérosexualité. Ça reste vrai pour l'homosexualité. Le désir, se sentir homme dans les yeux d'un homme, pour un homosexuel, c'est fort et c'est nécessaire. Moi, j'accompagne des couples homosexuels au cabinet. Eh bien, c'est important de se sentir homme pour lui dans les yeux d'un homme. Oui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ait plus besoin d'actes génitaux qu'un hétéro. L'Église a une parole claire hein, sur l'homosexualité. Denis Sonnet, moi j'aimerais j'ai une question concernant l'homosexualité. Est-ce que c'est une identité, l'homosexualité? C'est la question que je vous poserai aussi à toutes les deux également. Non, mais je pense que la question est discutée. Hein? Quand on voit vraiment un homosexuel, on a l'impression que c'est une identité, que c'est presque structuré. À tel point que la plupart du temps, la plus grande des experts nous disent que c'est plutôt d'origine éducative, que c'est donc acquis et non pas inné. Voilà, le débat personnellement, je me demande si dans certains cas, c'est pas autre chose. Que ce n'est pas dû peut-être à un problème cérébral. Docteur ? On parle aussi beaucoup des imprégnations hormonales pendant la grossesse et pendant les premières semaines de la vie qui ont peut-être un impact. Et aussi, moi, ce que je trouve très important quand quelqu'un dit « je pense que je suis peut-être… » Enfin, moi, je ne crois pas du tout à l'identité homosexuelle. Pour moi, l'homosexualité, c'est une pratique. Un homme qui a des relations sexuelles avec des hommes, une femme… Vous me disiez au téléphone, avant de préparer l'émission, qu'il y avait des associations parfois qui poussaient dans ce sens-là, des personnes qui étaient un petit peu confuses. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, si vous voulez, quand quelqu'un se dit « je me demande si je ne suis pas homosexuel », à mon sens, la première chose à faire, c'est de lui poser la question « est-ce que vous avez subi des agressions sexuelles dans votre enfance ?» Parce que c'est très souvent le cas. Isabelle Faye, vous confirmez. Et quand on fait un travail là-dessus, pour digérer ce traumatisme, après, les personnes peuvent se situer beaucoup plus facilement et la plupart du temps dans l'hétérosexualité, parce que malgré tout, c'est beaucoup plus fréquent que l'homosexualité. Un mot sur la théorie du gender aussi, on n'en a pas parlé. Est-ce que cette théorie rentre en compte dans cette question sur l'homosexualité ? Je crois qu'il ne faut pas du tout confondre la théorie du gender, qui est absolument généralement extrêmement mal comprise en France. Il faut comprendre d'où ça vient. Parce que culturellement, aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'il y avait des peuples et des peuplades qui n'avaient pas 2 sexes, mais 3. Comme les Inuits ou les Amérindiens. Ça avait été montré d'ailleurs lors d'un congrès sur l'identité sexuelle au Clair en 98. Et donc c'est à partir de là qu'on a dit, mais qu'est-ce que c'est être homme ou femme indépendamment du sexe, j'allais dire génétique, XX ou XY. Théorie du gender, c'est très compliqué. On va s'arrêter là parce que justement c'est très compliqué. Voilà. Je voulais quand même qu'on l'aborde rapidement. Il nous reste 1 minute 20 exactement. Je vais vous demander quand même de conclure. Au-delà de cette question de l'homosexualité, on a parlé de beaucoup de choses. Rapidement. Un mot. Ne jamais dire du mal des homosexuels. Ah mais non, et ça, on est d'accord. Attention. Les jeunes d'ailleurs n'acceptent pas qu'on en dise. Quand on parle dans une classe, si on donne l'impression tant soit peu qu'on n'est pas favorable à l'homosexualité, je vous garantis qu'ils n'acceptent pas. Par contre, ils continuent à toujours traiter souvent les autres de tous les noms. Alors ça, moi j'insiste beaucoup là-dessus, on n'a pas le droit de dire mal, vous avez raison d'insister. Du mal des homosexuels. Un mot pour conclure, parce qu'on a évoqué beaucoup de choses dans cette émission. J'ai l'impression que finalement, sans vraiment le dire, on a revisité les fondamentaux du mariage. Une réaction chacun pour terminer, vous avez 20 secondes chacun. Isabelle Faye. J'ai été très, très impressionnée par votre reportage sur Au Captif, la Libération.
Voilà. Premier reportage, association catholique qui auprès des prostituées. Beaucoup d'admiration pour ces bénévoles qui établissent un contact, un rapport de confiance avec. Mais je dirais qu'on pourrait dire que c'est un devoir pour les couples que de faire leur possible pour avoir une sexualité épanouie. C'est ça le devoir conjugal. Olivier Florent. Moi, je crois que la sexualité, c'est une entrée dans l'anthropologie chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, c'est très important. Justement, moi j'allais dans ce sens-là en me disant j'aime profondément mon Église parce que je trouve qu'elle a une anthropologie, qu'elle a un sens de l'homme et que la plupart du temps les gens, n'en ayant pas, essaient de compenser les problèmes par des gadgets au lieu vraiment de tenir compte de ce qu'est profondément un homme. Merci Père Denis Sonnet, on est en retard, mais en tout cas c'était une émission passionnante, on aurait pu encore en parler pendant longtemps. Je rappelle les livres de nos invités, Dr Catherine Solano, Les 3 cerveaux sexuels chez Robert Laffont, Olivier Florent, Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré pour une liturgie de l'orgasme, ça c'est pas un titre commun, aux presses de la Renaissance, Père Denis Sonnet, votre dernier livre, Réussir notre couple quand l'amour se joue de la différence chez MAM Edifa, et puis bien entendu si vous n'avez pas encore lu le livre Entretien de Benoît XVI, Lumière du monde, le pape, l'Église et les signes des temps. Un livre passionnant. À très vite sur KTO.